Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Je m'appelle Naomi Carter. J'ai 27 ans. Et la première fois que mes parents m'ont dit que j'avais 2 jours pour quitter la maison que mes grands-parents avaient laissée derrière eux, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré et je ne leur ai pas demandé comment ils pouvaient me faire ça. Je suis simplement resté planté dans l'encadrement de la porte de la cuisine, la main toujours enroulée autour d'une tasse de café froide, à écouter ma mère parler avec cette voix douce, faussement calme, qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait paraître raisonnable tout en disant quelque chose de cruel. Mon père se tenait à côté d'elle comme si la décision avait déjà été tamponnée et classée. Et ma petite sœur s'appuyait contre le comptoir avec ce genre de petit sourire suffisant que les gens arborent quand ils pensent que la fin de l'histoire leur appartient déjà. Ils ont dit que la maison était une trop grande charge pour moi. Que j'étais égoïste. Qu'une maison de famille devrait revenir à la fille qui était sur le point de se marier et de construire un véritable avenir. Puis est tombé l'ultimatum. Vendredi. 2 jours. Faire mes affaires personnelles, laisser les clés, et ne pas faire de scandale. Ce qu'ils voulaient, c'était une dispute. Ils voulaient des larmes, des supplications, peut-être une dernière dispute désespérée qu'ils pourraient déformer plus tard en preuve que j'étais instable et ingrate. Mais je savais déjà quelque chose qu'ils ignoraient. Je savais ce qui se trouvait dans le coffre-fort mural à l'étage. Je savais pourquoi mon grand-père avait cessé d'avoir l'air inquiet dans les dernières semaines de sa vie. Et je savais que s'ils ouvraient ce coffre en croyant avoir déjà gagné, l'expression sur leur visage vaudrait chaque seconde que j'avais passée à garder le silence. Alors, j'ai hoché la tête une fois, j'ai dit d'accord, et je suis parti comme une femme qui venait de tout perdre. Derrière moi, j'ai entendu ma sœur rire à voix basse. Derrière eux, toute la maison est restée immobile, comme si elle attendait. Et au moment où ma mère n'arrêtait pas de m'appeler encore et encore, la voix tremblante, me suppliant de ne pas faire ça, il était déjà trop tard. Avant que je vous dise ce qu'il y avait à l'intérieur de ce coffre et pourquoi ma famille est passée de la célébration à la panique en moins d'une demi-heure, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment et d'où vous écoutez, car je veux vraiment savoir jusqu'où va cette histoire. La vérité, c'est qu'au moment où ils m'ont donné ces 2 jours, j'avais déjà passé des années à apprendre exactement qui comptait pour eux et qui ne comptait pas. La maison de mes grands-parents à Stone Mill Point était le seul endroit où je m'étais jamais senti choisi au lieu d'être toléré. Elle se trouvait sur une colline tranquille au-dessus de l'eau. Une ferme en pierre avec de profonds rebords de fenêtres, de vieux parquets en pin, et une véranda à l'arrière qui capturait la dernière lumière dorée chaque soir. Pour des étrangers, cela ressemblait à une précieuse propriété côtière. Pour moi, c'était l'endroit où ma grand-mère m'avait appris à faire un coblé aux myrtilles sans verre doseur, et où mon grand-père m'avait appris que le caractère d'une personne se révèle toujours quand personne ne l'oblige à être décente. 3 ans avant sa mort, tout a changé. Ma grand-mère a d'abord commencé à oublier de petites choses. Puis elle en a oublié de plus importantes. Elle a laissé le thé bouillir sur la cuisinière. Elle a rangé le sucre dans le réfrigérateur. Une fois, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a appelé par le prénom de sa sœur. Mon grand-père a essayé de maintenir la maison à flot, mais je pouvais voir la peur en lui bien avant qu'il ne l'admette à voix haute. J'étais alors étudiante en master d'administration de la santé, faisant des allers-retours chaque week-end depuis Providence, puis tous les quelques jours, puis presque tous les jours vers la fin. Je suis devenue celle qui savait quelle pharmacie avait encore ses ordonnances en stock. Je suis devenue celle qui remplissait le pilulier, appelait l'infirmière à domicile, payait la facture de chauffage en ligne, et supportait de longues soirées silencieuses pendant que la télévision jouait devant une pièce qui n'était plus sûre de la notion du temps. Mes parents avaient toujours une excuse. Il y avait un voyage d'affaires. Il y avait un dîner avec un client. Il y avait un gala. Il y avait toujours une urgence dans leur propre vie qui, d'une manière ou d'une autre, surpassait le lent effondrement qui se produisait dans cette maison. Ma petite sœur, Chloé, était pire, parce qu'au moins mes parents savaient qu'ils négligeaient quelque chose. Chloé traitait toute cette situation comme un inconvénient qui gâchait l'ambiance. Elle est venue une fois avec des fleurs, a pris 3 photos près des hortensias, en a posté une en ligne avec une légende sur l'importance de chérir sa famille, puis est partie avant le dîner parce qu'elle avait réservé avec des amis à Newport. Je me souviens être resté debout devant l'évier à laver la vaisselle pendant qu'elle riait sous le porche, parlant fort au téléphone de l'odeur déprimante des vieilles maisons. Ma grand-mère dormait dans la pièce d'à côté. Mon grand-père a entendu chaque mot. Il n'a rien dit sur le moment, mais j'ai vu comment sa mâchoire s'est crispée. Ce regard est revenu de nombreuses fois au cours de la dernière année de sa vie.
plus j'étais présente, moins ma famille l'était. C'est devenu un schéma trop évident pour être ignoré. Ma mère appelait pour demander si certains documents étaient toujours dans le bureau. Mon père demandait si les impôts fonciers avaient encore augmenté. Chloé marchait à travers les pièces comme si elle planifiait déjà où mettre de nouveaux meubles. Personne ne me demandait si je dormais. Personne ne me demandait comment je gérais mes examens universitaires tout en aidant 2 personnes à décliner sous mes yeux. Personne ne demandait ce que cela coûtait d'être celle qui restait. Mon grand-père remarquait tout cela. Quand ma grand-mère est morte, il a changé d'une manière qui m'a fait peur. Il est devenu plus silencieux, mais plus lucide, presque plus vif. C'était comme si le chagrin avait dissipé le brouillard en lui et n'avait laissé que la vérité. 2 semaines après les funérailles, je l'aidais à se mettre au lit quand il m'a serré le poignet et a dit très calmement, « Ils pensent que je ne sais pas ce qu'ils attendent. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, même si je le savais déjà. Il a regardé vers le couloir, vers le bureau, vers toute la maison, et a dit, « Ils n'attendent pas que j'aille mieux, Naomi. Ils attendent que j'en ai fini. » Je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait rien que je puisse dire qui rendrait cela moins cruel. Il a expiré lentement et a ajouté, « Tu es la seule à être jamais venue ici pour nous. Tous les autres sont venus ici pour ce qui vient après nous. » Ce fut la nuit où j'ai compris que l'histoire que ma famille raconterait plus tard n'allait jamais parler d'amour ou d'équité. Elle allait parler de possession. Je ne savais juste pas encore jusqu'où ils étaient prêts à aller. Une semaine après cette conversation, mon grand-père m'a demandé de le conduire en ville. Il a dit qu'il avait besoin de voir un avocat pour des formalités de routine concernant la succession, et il l'a dit sur un ton si désinvolte que quelqu'un qui ne le connaissait pas l'aurait cru. Mais je le connaissais. Je savais quand il faisait semblant que quelque chose était moins important que ça ne l'était en réalité. Nous avons conduit jusqu'à un bureau en briques près de la marina où un avocat local en droit des successions, nommé Ethan Rowe, exerçait depuis plus de 30 ans. Il n'était pas tapa accent grave-l'œil. Il n'était pas le genre d'avocat que mon père se vantait de connaître au club. Il était calme, précis et impossible à brusquer. Mon grand-père lui faisait confiance, ce qui me suffisait. Je suis resté dans la salle d'attente au début, mais environ 20 minutes plus tard, Ethan a ouvert la porte et m'a demandé d'entrer. Mon grand-père se tenait plus droit qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Il y avait un dossier sur le bureau, un tampon de notaire à proximité, et un bloc-notes jaune couvert de la petite écriture soignée d'Ethan. Mon grand-père m'a regardé et a dit, « J'ai besoin que tu écoutes attentivement parce que j'en ai fini de faire semblant que tes parents feront ce qu'il faut d'eux-mêmes. » Ce qu'il m'a dit cet après-midi-là a tout changé. Des années plus tôt, ma grand-mère et lui avaient fait un testament qui laissait la maison et le reste de la succession à leur fils et à leur belle-fille en supposant que la famille se comporterait comme une famille. Cette supposition avait disparu. À la place, Ethan avait préparé une nouvelle structure, une fiducie irrévocable, Trust. La maison y serait transférée. Le but n'était pas de me rendre riche. Cela comptait pour lui. Il l'a dit plus d'une fois. Ce n'est pas une récompense, Naomi. C'est une protection. La fiducie m'a nommé fiduciaire unique et m'a donné le droit de vivre dans la maison et de la préserver. Cela rendait également difficile pour quiconque de me forcer à la vendre, à l'hypothéquer ou à la donner. Ethan a même expliqué que si quelqu'un essayait plus tard de contester l'arrangement, la structure elle-même rendrait tout sabotage familial impulsif beaucoup plus difficile. Mon grand-père avait réfléchi à tout cela dans les moindres détails, de façon poignante. Il avait vu exactement ce qui se préparait. Je me souviens avoir dit, « Ils vont me détester pour ça. » Et Ethan, sans lever les yeux de la page qu'il organisait, a dit, « Ils détesteront la limite, pas la vérité. » Les gens qui se sentent propriétaires de quelque chose appellent toujours cela de la cruauté quand on refuse de le leur céder. Mon grand-père a signé ce jour-là. Le notaire a tamponné les papiers. J'ai signé là où Ethan m'a dit de signer. Quand nous sommes rentrés à la maison, mon grand-père était épuisé, mais soulagé d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Au cours du mois suivant, Ethan et moi avons discrètement réglé ce qui devait l'être. Après le décès de mon grand-père, j'ai de nouveau rencontré Ethan, finalisé le transfert de la fiducie et correctement enregistré les documents. Mais je ne l'ai pas annoncé. Cette partie était stratégique. Ethan m'avait conseillé d'attendre parce qu'il croyait que ma famille révélerait ses intentions beaucoup plus clairement s'il me pensait sans défense. Il avait raison. C'est à ce moment-là que j'ai préparé le coffre-fort.
Le coffre-fort mural dans le bureau à l'étage avait toujours fasciné ma famille parce qu'ils supposaient que tout ce qui était vieux et important devait y être enfermé. Alors, je me suis assuré que lorsqu'ils l'ouvriraient enfin, ils trouveraient exactement ce qu'ils méritaient de trouver. À l'intérieur du coffre, j'ai placé une enveloppe scellée avec l'écriture de mon grand-père sur le devant. J'y ai inclus une copie notariée des documents de la fiducie, une courte lettre d'Ethan confirmant le transfert effectif, et une clé USB contenant un enregistrement audio que mon grand-père avait fait pendant ces dernières semaines. Au-dessus de tout cela, j'ai placé une seule feuille de papier bien en évidence. Elle disait, « Si vous lisez ceci parce que vous êtes venu chercher quelque chose à prendre, alors vous savez déjà pourquoi vous avez été mis à l'écart. » Je savais que ma mère ouvrirait l'enveloppe avec des mains tremblantes. Je savais que mon père deviendrait silencieux d'abord, ce qui était toujours sa façon de réagir quand il réalisait que le contrôle lui échappait. Et je savais que Chloé continuerait d'insister sur le fait qu'il y avait une erreur, parce que les gens comme ma sœur ne croient jamais que les conséquences sont réelles tant qu'ils ne les prennent pas en pleine figure. Alors, quand ils se sont tenus dans ma cuisine et m'ont dit que vendredi était mon ultimatum, je n'ai pas argumenté, parce que la véritable échéance n'était pas la mienne. C'était la leur. Vendredi était le jour où leur fantasme allait se heurter à des papiers, des signatures et à la seule chose que les personnes avides ne respectent jamais jusqu'à ce que cela les ruine, des preuves. Les 2 jours entre leurs menaces et vendredi ont été parmi les plus étranges de ma vie, parce que je devais avoir l'air d'une femme se préparant à perdre sa maison tout en me préparant réellement à la garder. J'ai emballé suffisamment de cartons pour rendre la comédie crédible. J'en ai étiqueté certains avec « livres, manteaux d'hiver, affaires de cuisine », même si je n'ai jamais eu l'intention de les déménager. Je les ai portés dans la chambre d'amis où quiconque jetant un coup d'œil par la porte penserait que j'abandonnais. En même temps, j'ai sauvegardé chaque email, conservé chaque SMS, et transféré des copies de tout à Ethan. Ma mère a appelé mercredi matin d'une voix mielleuse et m'a demandé si j'avais trouvé un endroit où loger. Elle a dit qu'elle s'inquiétait de me voir seule. Puis, dans le même souffle, elle m'a rappelé de ne pas prendre l'argenterie ancienne parce qu'il s'agissait d'un bien familial. Mon père a appelé plus tard en prétendant être raisonnable. Il a dit que faire traîner les choses ne ferait qu'embarrasser tout le monde. Il a utilisé l'expression « tout le monde », comme le font toujours les hommes de son espèce, comme si préserver son propre confort était un service public. Chloé m'a envoyé un SMS avec la photo d'une cuisine blanche qu'elle aimait bien et a écrit « Ce serait incroyable une fois que la maison paraîtra plus jeune ». J'ai fixé ce message pendant 1 minute entière. La maison où ma grand-mère avait perdu la mémoire et où mon grand-père avait perdu sa femme était, pour ma sœur, la photo d'avant. Jeudi soir, ma mère a changé de tactique. Elle est arrivée seule avec un sac en papier rempli de pâtisseries d'une boulangerie que j'aimais bien à l'université, et a demandé si nous pouvions s'il vous plaît nous comporter en adultes. Elle s'est tenue sur le pas de la porte dans un manteau crème qui a probablement coûté plus cher que mon premier semestre de manuel scolaire et m'a dit que la famille était soumise à beaucoup de stress, que le mariage de Chloé approchait, que mon père s'était tellement sacrifié pour nous, que je rendais peut-être tout cela plus difficile que nécessaire. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé essayer la culpabilité, la nostalgie, la douceur et le martyre. Puis j'ai dit que j'étais fatigué et j'ai fermé la porte. Le vendredi après-midi, la maison semblait retenir son souffle. Le ciel était plat et froid, le genre de gris du Rhode Island qui donne à l'eau un aspect métallique. Ils sont arrivés juste avant 17 heures, exactement comme il l'avait dit. Mon père est entré en premier, se comportant comme un homme qui s'attendait à ce que la scène se déroule à sa façon, parce que les scènes se déroulaient généralement ainsi pour lui. Ma mère a suivi, jouant déjà l'offusqué par mon silence. Chloé est arrivée la dernière, pleine de rouge à lèvres vif et d'assurance, portant de grandes bottes qu'elle n'aurait probablement pas dû porter sur le gravier. Elle a regardé le hall et a dit « C'est tout ce que tu as emballé ?» N'essayant même pas de cacher l'insulte dans sa voix, je n'ai rien dit. Mon père a demandé la clé du coffre-fort. Je lui ai dit qu'elle était là où elle avait toujours été, dans le tiroir du haut du bureau. Je voulais être là quand il l'ouvrirait, mais je me suis tenu juste assez en retrait pour donner l'impression que je n'avais plus la force de me battre. C'était important. Je les voulais à l'aise. Je les voulais imprudents. Le bureau sentait légèrement le cèdre et le vieux papier. Mon père s'est dirigé droit vers le coffre-fort. Ma mère s'est tenue près de la fenêtre, les bras croisés. Chloé s'est penchée par-dessus l'épaule de mon père, de la même manière qu'elle se penchait sur les vitrines des boulangeries lorsqu'elle décidait quel dessert prendre sans le payer elle-même. La porte s'est ouverte avec un clic.
Pendant une seconde, rien ne s'est passé. Puis mon père s'est figé. Ma mère s'est avancée et a dit « Qu'est-ce que c'est ?» comme si la réponse pouvait encore être quelque chose d'inoffensif. Il a d'abord sorti la feuille du dessus. J'ai regardé ses yeux parcourir la phrase. Puis j'ai vu la couleur quitter son visage. Ma mère lui a arraché les papiers. Elle a lu plus vite, puis plus lentement, puis encore une fois, comme si les mots allaient se réarranger d'eux-mêmes si elle refusait de les accepter la première fois. Chloé a attrapé la clé USB et a demandé ce que c'était. Sa voix s'était amincie. Mon père a ouvert la lettre de mon grand-père et l'a lue dans un silence de mort. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'ils avaient compris. Pas émotionnellement, pas moralement, mais légalement. La pièce a changé. Tout à l'intérieur a changé. La confiance avait disparu. La comédie était terminée. Ma mère s'est tournée vers moi avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Non pas parce qu'elle ne l'avait jamais ressenti, mais parce qu'elle n'avait jamais eu besoin de me le montrer. De la peur. De la vraie peur. Naomi, a-t-elle dit, et cette fois il n'y avait aucune douceur. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai regardé et j'ai répondu, j'ai suivi les instructions. Chloé a commencé à dire qu'il y avait forcément une erreur, que grand-père ne ferait jamais ça à la famille, que c'était de la manipulation, que quelqu'un l'avait trompé. Et pendant qu'elle parlait, mon père continuait de lire, scannant chaque page comme un homme cherchant la seule phrase qui pourrait le sauver. Il n'y en avait aucune. Ils sont partis 10 minutes plus tard sans plus rien faire semblant. Ma mère a oublié son sac à main sur la chaise du bureau et a dû revenir le chercher. Mon père ne m'a pas regardé lorsqu'il est sorti. Chloé, si. Et si la haine avait une température, la pièce se serait fissurée sous l'effet de celle-ci. Puis les appels téléphoniques ont commencé. Ma mère a appelé 6 fois en 10 minutes, puis 8 de plus. Ensuite, elle a laissé un message vocal si essoufflé qu'on aurait dit qu'elle avait monté les escaliers en courant. Naomi, s'il te plaît, ne dépose rien d'autre. S'il te plaît, rappelle-moi avant de parler à l'avocat. Nous devons en discuter en famille. Puis un autre message, plus froid cette fois. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Puis un autre, tremblant de nouveau. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai sauvegardé chaque message, je me suis assise à la table de la cuisine, et j'ai écouté leur panique s'accumuler dans ma boîte de réception, un appel après l'autre. Le samedi matin, la guerre s'était déplacée à l'extérieur de la maison et dans la ville, ce qui était exactement l'endroit où ma mère a toujours aimé se battre. Stone Mill Point était le genre d'endroit où la caissière de l'épicerie savait qui venait de se faire opérer, qui buvait trop, et qui avait laissé mourir ça et de devant. Les nouvelles allaient vite, mais la compassion aussi, si vous l'emballiez correctement. Ma mère avait toujours été douée pour ça. Elle pouvait transformer la cruauté en inquiétude si fluidement que les gens l'en remerciaient. À midi, 2 personnes m'avaient envoyé un SMS pour me demander si j'essayais vraiment de tout prendre pour moi. Une femme de l'église, quelqu'un qui n'avait pas rendu visite à mes grands-parents une seule fois de leur vivant, a écrit que ma mère était dévastée et voulait juste la paix. J'ai presque ri quand j'ai lu ça. Ma mère ne voulait pas la paix. Elle voulait l'accès. Elle voulait la maison, le récit de l'histoire, et le droit de se dire la victime après avoir essayé de me jeter hors de ma propre maison. Ethan m'avait prévenu que cela arriverait. Il m'a dit que dans les conflits immobiliers, les gens ne se battaient pas seulement pour des biens. Ils se battaient pour le récit. Celui qui paraissait le plus sympathique obtenait souvent un moyen de pression, même quand les documents étaient solides. Alors, au lieu de répondre de manière émotionnelle, j'ai constitué un dossier. J'ai sauvegardé chaque message vocal. J'ai imprimé chaque SMS. J'ai exporté chaque email que Chloé m'avait envoyé au cours du dernier mois. L'un d'eux a été particulièrement utile parce qu'elle avait oublié d'être prudente et m'avait transféré un échange avec un organisateur de mariage demandant si la fin de l'été serait un meilleur moment pour organiser un dîner de fiançailles à la maison avant de la mettre en vente le printemps. Suivant. La mettre en vente. Le mot y était. Pas la préserver. Pas y vivre. Pas honorer la famille. La vendre. Ethan a presque souri quand je lui ai montré cet email, ce qui pour lui équivalait à rire aux éclats. Il m'a également aidé à rassembler des documents que je n'aurais jamais pensé devoir utiliser pour prouver quelque chose qui aurait dû être évident. Des copies des livraisons de pharmacie pour lesquelles j'avais signé. Des reçus de courses,
des factures pour les réparations que j'avais organisées, des notes de calendrier, des paiements de station-service pour les longs trajets aller-retour pendant que j'étais à l'université. L'infirmière à domicile a même rédigé une déclaration affirmant que j'étais le seul membre de la famille à avoir systématiquement coordonné les soins pendant le déclin de mes grands-parents. Pendant ce temps, mes parents continuaient de faire des erreurs. Mon père m'a envoyé un message qui disait « Tu as fait passer ton message. Signe pour une gestion partagée et nous pourrons tous sortir de cela avec dignité. » Gestion partagée signifiait « Rends-nous l'arme et fais-nous confiance pour ne pas l'utiliser à nouveau. » Ma mère a tenté une approche plus douce et a écrit qu'un conflit juridique ne ferait que blesser la mémoire de grand-mère. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment, parce que les gens comme elle entraînent toujours les morts dans des disputes auxquelles ils n'ont jamais pris la peine d'assister de leur vivant. Le plus beau cadeau est arrivé le dimanche soir. Chloé, furieuse et imprudente, m'a envoyé par erreur un message qui était destiné à ma mère. Il disait, si elle ne coopère pas, dis à papa de faire pression sur l'angle de la dette. Elle cédera si elle pense que tout le monde saura pourquoi nous avons besoin de cette vente. Elle l'a annulé quelques secondes plus tard, mais pas avant que je n'en prenne une capture d'écran. L'angle de la dette. C'était la première fois que je savais avec certitude que la situation financière de mon père était pire que ce que quiconque admettait publiquement. Ethan a creusé un peu plus, légalement et prudemment, et lundi, il en savait assez pour confirmer ce que nous soupçonnions. L'entreprise de mon père était en train de couler. Une ligne de crédit bancaire s'était resserrée. Ses dettes personnelles devenaient pressantes. Il ne voulait pas de la maison parce qu'elle représentait la tradition. Il en voulait parce qu'elle représentait une échappatoire. Une fois que j'ai compris cela, tout a pris sens. La fausse urgence, l'ultimatum de 2 jours, la pression. L'insistance soudaine sur le fait que Chloé avait besoin de la maison pour son avenir. Il n'a jamais été question de son avenir. Elle n'était que la jolie petite histoire qu'ils espéraient utiliser pour que le vol ait l'air sentimental. La situation a empiré avant de s'améliorer. Ma mère a déposé une requête civile pour contester la fiducie. L'argument était prévisible. Il prétendait que mon grand-père avait été trop fragile pour comprendre ce qu'il signait et que je l'avais manipulé pendant que j'agissais comme aide-soignante. C'était dégoûtant, mais pas surprenant. Quand les gens ne peuvent pas battre vos documents, ils s'attaquent à votre intégrité. Ethan a déposé notre réponse le jour même et m'a dit de me préparer pour une audience. Il m'a aussi dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Il m'a dit, la vérité compte au tribunal, Naomi, mais le sang-froid compte presque tout autant. Ils vous veulent émotive. Ils veulent que vous ayez l'air instable. Ne leur prêtez pas votre visage pour leur récit. Alors, j'ai fait exactement ce qu'il a dit. J'ai mal dormi, mais je me suis présenté préparé. Je portais un tailleur bleu marine. J'ai organisé notre classeur. J'ai apporté l'enregistrement audio de mon grand-père, la déclaration de l'infirmière, les registres de soins, les factures de réparation, l'email sur la mise en vente de la maison, et la capture d'écran sur la dette. Au moment où la date de l'audience est arrivée, je n'avais plus peur de perdre la maison. J'avais peur d'entendre avec quelle facilité les personnes qui m'avaient élevé pouvaient se tenir en public et mentir à mon sujet sans ciller. Ethan m'a dit de les laisser faire. Il m'a dit que parfois, la façon la plus rapide de détruire un faux récit est de lui donner assez d'espace pour révéler à quel point il sonne faux. Il avait raison sur ce point, aussi. L'audience s'est tenue un jeudi matin dans une salle d'audience du comté qui sentait légèrement le papier, le café et l'encaustique. Ce n'était pas dramatique de la façon dont les films rendent les tribunaux dramatiques. Personne n'a crié au début. Personne n'a frappé du poing sur la table. Le danger dans cette pièce venait du calme que tout le monde essayait d'afficher tout en se préparant à s'entretuer avec des mots. Mes parents étaient assis à la table des requérants avec Chloé entre eux, habillés en bleu pâle comme si l'innocence avait une couleur. Ma mère a tamponné ses yeux avant même que quoi que ce soit ne commence, ce qui m'a indiqué qu'elle avait l'intention de jouer le deuil avant que les faits n'aient la chance de s'exprimer. Mon père avait l'air tendu, fatigué et intérieurement furieux. La juge était une femme d'une 60aine d'années avec le genre de visage qui me disait qu'elle n'avait aucune patience pour la manipulation déguisée en inquiétude. Cela m'a aidé. L'avocat de ma famille a commencé par me dépeindre exactement comme Ethan l'avait prédit. Une jeune femme en deuil, isolée, dépassée, émotionnellement compromise par la perte, incapable de gérer de manière responsable une propriété héritée de grande valeur.
Il a déclaré que mes parents avaient agi uniquement par souci de préserver l'harmonie familiale et d'éviter une mauvaise gestion financière. L'harmonie familiale. J'ai failli baisser les yeux vers le classeur sur mes genoux juste pour m'empêcher de sourire face à l'absurdité de ces mots après la semaine qu'il m'avait fait vivre. Ethan s'est levé quand ce fut son tour et n'a pas perdu une seconde en dramatisation. Il a commencé par les dates. Il commençait toujours par les dates. Il a guidé le tribunal à travers la création de la fiducie, son exécution, son acte notarié. Puis il a exposé l'historique des soins de mes grands-parents et qui avaient réellement été présents au cours de ces années. Il a présenté la déclaration de l'infirmière. Il a soumis les registres de dépenses. Il a montré des copies de mes relevés de déplacement et les factures à mon nom pour l'entretien et les nécessités de la maison. Il n'a pas dit que je les aimais plus. Il a fait quelque chose de mieux. Il a montré que j'avais fait plus. Ensuite, il a demandé à ce que l'enregistrement audio soit admis en preuve. L'avocat de ma mère s'y est opposé. La juge a écouté le fondement de la demande, a regardé la retranscription qu'Ethan avait préparée et l'a admise pour un examen limité. Quand la voix de mon grand-père a résonné dans les haut-parleurs de la salle d'audience, faible mais indéniablement claire, quelque chose en moi s'est stabilisé. Il a dit qu'il n'était pas confus. Il a dit qu'il protégeait la maison des personnes qui la voyaient comme de l'argent. Il a dit qu'il choisissait la petite fille qui avait été là. Ma mère a regardé droit devant elle. Chloé a arrêté de faire semblant de prendre des notes. Mon père a bougé une fois, puis est resté complètement immobile. Si l'audience s'était terminée là, je pense que nous aurions déjà gagné. Mais Ethan n'avait pas fini. Reniflement, il a présenté l'email de Chloé concernant l'organisation d'un dîner de fiançailles avant la mise en vente de la propriété. Son avocat a essayé de faire passer cela pour un simple « remue-ménage ». Ethan a contré avec le texto où elle se plaignait que je retardais le calendrier des rénovations. Puis est venu le message sur le fait de pousser l'angle de la dette. Ethan n'a pas tout révélé d'un coup. Il a superposé les éléments. C'était la brillance de son approche. D'abord l'avidité, puis la planification, puis le mobile. Enfin, il est passé aux finances de mon père. Il n'avait pas besoin d'exposer chaque détail privé. Il avait seulement besoin d'en montrer assez pour expliquer pourquoi l'urgence existait. Il y avait des dettes. Il y avait des pressions. Il y avait une raison pour laquelle la famille voulait un contrôle rapide sur un actif de grande valeur. L'avocat de mon père a de nouveau protesté, mais la juge a autorisé une ligne de questionnement étroite sur les motifs. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Ethan a demandé à mon père s'il m'avait dit à de multiples reprises que la famille devait régler cela en privé pour éviter l'embarras. Mon père a dit oui. Ethan a demandé s'il avait proposé une gestion partagée après avoir pris connaissance de la fiducie. Mon père a de nouveau dit oui. Ethan a demandé si la famille m'avait donné 2 jours pour quitter les lieux avant toute décision de justice. Mon père a hésité, puis a dit qu'ils avaient proposé un « plan de transition ». La juge a levé les yeux à l'entente de cette formulation. Même elle pouvait y entendre la manipulation. Puis Ethan a posé la question qui a finalement fait tomber le masque. Il a demandé « Monsieur Carter, étiez-vous sous pression financière au moment où vous avez tenté de forcer l'accès à la maison ?» Mon père a essayé d'esquiver. Il a répondu « Chaque famille a des pressions ». Ethan a demandé à nouveau, plus spécifiquement, cherchiez-vous ou non à obtenir le contrôle immédiat de la propriété parce que vous pensiez qu'une vente ou un refinancement pourrait soulager ces pressions. Mon père a regardé la juge, a regardé son propre avocat, puis m'a regardé. Pendant une seconde, j'ai vu ce vieil instinct en lui, celui qui choisissait toujours la domination au lieu de la prudence. Et puis il a prononcé la phrase qui a signé leur perte. Il a dit, nous avions seulement besoin qu'elle arrête d'être égoïste assez longtemps pour signer, afin que la famille puisse stabiliser les choses. La salle d'audience est devenue silencieuse de cette manière absolue qu'ont les pièces quand quelqu'un vient d'admettre trop de choses pour pouvoir faire marche arrière. Il avait transformé l'inquiétude en stratégie, et la famille en moyen de pression, en une seule phrase. La juge lui a demandé de clarifier. Il a essayé de faire machine arrière. Il a dit qu'il voulait dire que tout le monde en bénéficierait. Mais le mal était fait. La requête n'avait plus pour but de me protéger d'une mauvaise gestion de la propriété. Il s'agissait d'une pression sur moi pour que j'en cède le contrôle. Quand la juge a rendu sa décision, elle a été précise et froide. Elle a maintenu la fiducie. Elle a rejeté la contestation dans son intégralité. Elle m'a reconnu comme la seule fiduciaire légale.
Elle n'a trouvé aucune preuve crédible d'influence indue et a noté que le dossier documentaire montrait de manière écrasante que j'avais été la principale aidante et l'intendante de la propriété. Elle a ensuite abordé la conduite de ma famille. Elle a critiqué la tentative de me faire pression pour que je quitte les lieux avant toute résolution légale. Elle leur a ordonné de payer une part substantielle de mes frais de justice. Elle a également émis une ordonnance civile leur interdisant d'entrer dans la propriété ou de me contacter en dehors des voies légales pendant 2 ans, à moins que je n'y consente expressément par écrit. Ma mère a pleuré pour de vrai à ce moment-là. Pas parce qu'elle m'avait perdu, mais parce qu'elle avait perdu le contrôle du récit. Chloé avait l'air de quelqu'un à qui on avait coupé le souffle. Plus tard, j'ai appris que la famille de son fiancé avait reporté sa contribution financière au mariage après avoir réalisé que la maison, qu'elle avait laissé entendre devenir une partie de leur avenir, ne lui appartiendrait jamais. Le mariage n'a pas été annulé, mais le fantasme, si. Mon père est sorti du tribunal l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Dans une ville comme la nôtre, les gens n'ont pas besoin d'un scandale officiel pour savoir ce qui s'est passé. Ils n'ont besoin que d'assez de vérité pour commencer à relier les points. Dans les 2 semaines qui ont suivi, il a discrètement démissionné d'un conseil de collecte de fonds local dont il s'était toujours servi pour redorer sa réputation. Personne n'a annoncé pourquoi. Personne n'a eu à le faire. Ma mère a appelé une fois de plus depuis un numéro inconnu ce soir-là et a laissé un message vocal auquel je n'ai jamais répondu. Elle a dit que j'avais humilié la famille. Je l'ai écouté en me tenant dans ma cuisine et j'ai pensé, non, vous avez fait ça vous-même au moment où vous avez essayé de me jeter hors d'une maison que j'avais passé des années à protéger. Alors que vous étiez trop occupé à planifier ce que vous pourriez en faire une fois les personnes âgées disparues. Je suis retourné à Stone Mill Point le même après-midi où l'audience s'est terminée. Le trajet a semblé plus court que d'habitude. Peut-être parce que pour la première fois depuis des semaines, je ne conduisais pas vers une menace. Je conduisais vers chez moi. La maison avait exactement la même apparence depuis la route, ce que j'aimais plus que je ne saurais l'expliquer. Les mêmes murs de pierre, la même rampe de porche usée par les intempéries, la même rangée d'arbres se pliant légèrement sous le vent venu de l'eau. Rien en elle n'annonçait la victoire. Elle était juste toujours là, ce qui était suffisant. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et j'ai pénétré dans le silence qui m'avait maintenu entière plus de fois que je ne pourrais le compter. Je suis resté dans l'entrée pendant 1 minute sans enlever mon manteau. Puis je suis allé dans la cuisine, j'ai allumé la bouilloire et j'ai attrapé la vieille tasse en céramique que mon grand-père utilisait tous les matins. Elle avait un petit éclat près de l'anse et un bord bleu délavé. J'ai emporté mon thé sous la véranda à l'arrière et je me suis assise là où la lumière frappait les planches en fin d'après-midi. De là, je pouvais voir l'eau et le bord du jardin que ma grand-mère aimait même après avoir oublié le nom de la moitié des fleurs qui s'y trouvaient. Je pensais que je me sentirais triomphante d'une manière bruyante et éclatante. Ce ne fut pas le cas. Ce que j'ai ressenti à la place était pur, clair, comme si la pression dans ma poitrine avait été relâchée un tour prudent à la fois. Je n'ai pas sauvé la maison parce que j'étais plus forte que les autres, ou plus intelligente que les autres, ou plus froide que les autres. Je l'ai sauvée parce que je suis resté quand rester était difficile. C'était là toute la vérité. Je suis resté quand les mises à jour du médecin devenaient répétitives et tristes. Je suis resté quand les factures devaient être payées, que les courses devaient être portées et que les nuits semblaient trop longues. Je suis resté quand il n'y avait rien de glamour là-dedans, rien de profitable là-dedans, et aucun public pour m'applaudir. Et à la fin, cela a compté bien plus que le charme, plus que le sentiment d'y avoir droit, plus que les liens du sang. C'est la leçon à laquelle je reviens sans cesse. Le sang peut faire des gens des parents, mais il ne les rend pas automatiquement aimants, sûrs, ou dignes de confiance. La vraie famille ne se définit pas par ceux qui exigent un accès quand quelque chose devient précieux. La vraie famille se définit par ceux qui restent présents quand la vie devient difficile, gênante et peu photogénique. Il y a autre chose que cette histoire m'a appris, et je pense que cela a de l'importance pour quiconque m'écoute et a déjà été manipulé par le mot « famille ». L'amour sans limite peut être exploité. La gentillesse sans traces écrites peut être réécrite. Et la loyauté sans respect de soi peut se transformer en prison. Se protéger ne vous rend pas cruel. Garder des dossiers ne vous rend pas calculateur. Refuser de céder ce que vous avez construit, préserver ou soigner ne fait pas de vous un égoïste. Parfois, la chose la plus responsable qu'une personne puisse faire est de placer la compassion et l'épreuve dans la même main. Ce n'est pas de l'amertume. C'est de la sagesse. J'ai regardé à travers l'eau, j'ai pris une longue gorgée de thé,
et j'ai pensé à quel point j'avais voulu que mes parents deviennent les personnes que j'espérais qu'ils soient sous tout ce contrôle et cette comédie. Mais la paix est venue quand j'ai arrêté d'attendre cette version 2 et que j'ai commencé à croire la version qu'ils m'avaient déjà montrée. La maison était silencieuse. Les planches du porche grinçaient doucement sous ma chaise. Quelque part près de l'eau, une mouette a crié une fois, puis tout s'est apaisé de nouveau. J'avais toujours 27 ans. J'étais toujours seul sur ce porche. Mais pour la première fois depuis longtemps, seul ne voulait pas dire abandonné. Cela voulait dire libre. Si quelqu'un a déjà utilisé la famille, la culpabilité ou l'obligation pour vous exclure, j'espère que cette histoire vous rappellera que votre silence ne doit pas forcément signifier une capitulation, et que votre gentillesse ne nécessite pas de vous trahir vous-même. Et avant de vous laisser ici sur ce porche avec moi, dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous, parce que je veux savoir jusqu'où cette histoire a voyagé et si une partie de celle-ci vous a semblé un peu trop familière.